Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venus nombreuses et nombreux chez Carib ce soir. On est très heureux d'accueillir Emmanuel Adly, que voici. Je dois confesser que j'ai découvert Emmanuel Adly en janvier cette année, en fait, grâce aux éditions Incultes, alors que ça fait 20 ans qu'il écrit, ce qui est un peu la honte en fait, pour moi. Mais bon, c'est la vie. Et donc il faut au passage remercier les éditions Incultes pour cette capacité assez unique qu'ils ont de nous faire découvrir en fait des gens, que ce soit des petits débutants ou des gens qui écrivent depuis plus longtemps. C'est toujours aussi passionnant, donc merci à eux. Et donc là, le livre en fait que j'ai découvert en janvier en fait m'a vraiment fait un choc, comme c'est assez rare en fait. Donc, bon, je vais prendre un peu mon élan pour dire le titre en entier d'un coup. La très bouleversante confession de l'homme qui a battu le plus grand fils de pute que la terre ait porté. Ce plus grand fils de pute ne sera jamais cité dans tout le livre, mais il y a quand même des masses d'indices pour savoir qui c'est. C'est un terroriste célèbre, enfin un chef de terroriste célèbre. Je ne crois pas qu'il ait posé de bombes lui-même, enfin, on ne sait pas. Mais c'est un livre assez incroyable, enfin, donc on va en parler ce soir, on va poser quelques questions. On s'est posé la question tout à l'heure, il y a eu controverse, débat, est-ce qu'on va lire des extraits ou pas? Finalement ça penche vers on va lire quelques extraits. Et donc on voulait simplement en profiter de la présence d'Emmanuel Adly pour lui poser quelques questions. Moi j'ai quelques questions à lui poser, mais surtout n'hésitez pas à participer, à lui poser les vôtres. Si vous avez déjà lu le livre, si vous ne l'avez pas lu, je vais quand même... Il y en a plein qui l'ont déjà lu. je pense. Mais si vous ne l'avez pas lu, donc en quelques mots, en essayant de à la fois pas caricaturer et de pas trop dévoiler, parce que c'est plein de suspense. Non, c'est une blague récurrente. Ah, en fait, pardon. Pardon. Non, là on n'a pas trop de risque de faire des spoilers. À la fin, Oussama Ben Laden meurt. Ouais. Voilà, c'est fait. Ouais, ça c'est dit. Bon, il y a un travail donc assez incroyable qui a été fait pour imaginer ce qui se passe dans la tête du groupe de soldats. Ils sont une vingtaine, une trentaine au total. Hein, leurs noms ont tous été changés pour des raisons de discrétion évidentes. Et c'est les soldats donc qui vont faire le raid en fait sur l'enlèvement puis l'exécution, l'assassinat, je ne sais pas comment on appelle ça exactement, enfin de Ben Laden. C'est un travail qui est tout en flux de conscience multiples, extrêmement sophistiqué, donc bourré d'images en flash, avec une langue qui est travaillée en même temps, alors on en parlera, est-ce qu'elle est spontanée, est-ce qu'elle est travaillée au millimètre, enfin, moi j'en sais rien, mais en tout cas c'est impressionnant à quel point c'est d'une justesse, enfin, et donc qui met en scène une réalité fantasmatique qui est celle de l'imaginaire en fait de ce qui se passe dans des forces spéciales américaines aujourd'hui, donc qui sont chargées d'accomplir les missions les plus sophistiquées, les plus importantes de l'Empire américain. Et donc il y a à la fois un crescendo, évidemment on parle de la mission, et puis il y a tout ce qui traîne en fait, hein, de façon consciente, inconsciente, dans la tête de ces soldats. Donc c'est fascinant, c'est bizarre, c'est un peu effrayant, bien entendu. Donc voilà. Si, je souhaitais commencer d'une façon plus générale, en fait, Emmanuel, si ça te convient. Il me semblait, alors j'ai parcouru en fait tes textes rapidement, enfin au cours des semaines écoulées, j'ai pas pu en fait lire les 20, 21 ou 22 textes depuis 1993, mais il me semble que tous, en tout cas, donnent le sentiment d'être vraiment ancrés, enfin, dans le réel, dans un réel, quelque chose que tu choisis à ce moment-là, et que tu joues avec ce réel d'une manière assez subtile, quelle que soit la forme ensuite qui est adoptée pour en rendre compte. Et donc j'ai l'impression que tu assignes une fonction très particulière à l'écriture fictionnelle par rapport au réel, justement. Donc est-ce que... non. Oui. C'est ce que je lui ai dit, parce qu'il m'a posé les questions avant pour vérifier que c'était tolérable. J'ai dit, bah, oui, je vais répondre oui, ça ira. Non mais tu m'avais pas dit que tu répondrais oui sur celle-là. Donc, non, j'ai caché mon jeu. L'idée était... effectivement, la question est un peu fermée, je reconnais. C'est... Qu'est-ce que tu assignes, toi, à l'écriture fictionnelle par rapport au réel, en fait, dont tu t'approches, en fait, dans les différents ouvrages?
Alors, pour réponse, il y a déjà un très beau bouquin d'un culte encore qui s'appelle Devenir du roman 2, dans lequel il y a quelques textes, et notamment encore un des miens, mais qui répond très bien à cette question, et je vous engage à le lire en entier. Mais sinon, j'ai pas l'impression d'assigner quoi que ce soit au réel. Le réel pour moi c'est tellement excitant qu'il n'y a pas besoin de fiction. Le réel est une fiction en tant que tel, celui-là particulièrement, sachant que partir sur des éléments dits vrais me permet une liberté beaucoup plus grande que dans l'invention de personnages. Et ça c'est une chose qui est assez étonnante pour moi, hein. Après je ne veux pas du tout la généraliser, c'est de me dire que à partir du moment où j'ai des faits précis, parce que malheureusement la plupart des faits qui sont cités dans ce livre sont réels, et à partir du moment où j'ai ces éléments-là, je peux partir dans l'imaginaire de ce personnage. Ce qui est très intéressant, c'est que tu parlais de 23 personnes, ils sont 23 hein, les soldats, et que pour moi c'est un seul. Même s'il change de prénom à chaque fois, c'est toujours le même qui est cité. Mais en même temps, c'est extrêmement intéressant pour moi qu'il puisse être 23, que ça puisse ne pas être le même. Cela étant, toute l'écriture du livre s'est faite à partir d'un seul personnage, de celui dont j'avais lu une interview intéressante. Ouais. Et à partir de là, je réponds un peu en vrac, hein, à la question de la fiction. Pour les autres, c'est vrai que les sommes, ça a été sur le... C'est un prétexte. Tous ces faits sont des prétextes, mais véritablement dans le sens authentique du terme, c'est ce qui va me permettre d'aborder un texte. Cette pseudo-réalité, ou cette doxa de la réalité qui fait que il y a une version officielle ou une version générale que je réfute. Et donc, en fait, l'écriture serait la réfutation d'une opinion générale. Alors, moi, c'est une des choses qui me semblait, c'est qu'il y avait quand même cette notion. Alors, dans ce que tu disais, dans ton texte, dans Devenir du roman 2, il y a donc cette phrase, effectivement, la fiction doit absorber le réel pour en stopper le flux et le dévoiler. Donc, il y a la notion de flux sur laquelle on va revenir très rapidement, mais il y a cette notion de dévoilement, enfin, je trouve, qui est assez forte. C'est que, alors, en particulièrement sur cette question d'intervention des forces spéciales pour faire, en fait, pour pratiquer un assassinat légal, enfin, légal. Une exécution, c'est une exécution. Pas... il y a un monceau de storytelling, en fait, qui a été fait, enfin, comme depuis le tout début des interventions en Irak et contre le terrorisme islamiste, mais qui est extrêmement serré, extrêmement fouillé, extrêmement travaillé. Et c'est vrai que les faits, pourtant, enfin, sont là. Hein, et donc je trouve, oui, qu'il y a un dévoilement qui est fait, mais qui recourt à... Personne ne peut dire ce qu'il pense, en réalité, c'est ça, enfin, ce soldat. Même s'il prend 23 variantes. Et je trouve que c'est quand même une utilisation assez spécifique de la fiction. Enfin, de prendre un dogme, en fait, pour l'ébranler. Moi, je préfère que tu poses des questions parce que j'ai beaucoup de mal à parler de ce que je fais, donc c'est très compliqué. La très bouleversante, elle est née de cette stupéfaction à lire cet article et à me dire que c'était de la matière magique pour un livre, pour un chant, pour une balade de ce type-là, que c'était vraiment une façon... Pardon ? Pourquoi ? Parce que, comme je le dis, la première phrase que j'ai lue dans cette interview, c'est il avait abattu Ben Laden en ayant une gourde de pisse à la ceinture. Et que donc, lisant ça, qu'un soldat, qui est le soldat de l'Empire américain, qui est le soldat de ceux qui décident du sort du monde, etc., sans entrer dans tout ce que ça signifie, ce soldat-là, racontant que ce qu'il avait retenu de l'exécution de Ben Laden, c'est qu'en fait, au moment de l'abattre, il avait à sa ceinture une gourde pleine de pisse, était tellement
j'allais dire drôle, parce que c'est drôle, est tellement éloigné de ce que signifie cet acte-là, qui a été l'acte le plus diffusé il y a 3 ans. Ce décalage entre l'image qu'on a du héros et ce qu'il est en vérité, si tant est que ce soit un héros, mais en tous les cas il nous a été donné comme tel, l'équipe nous a été donnée comme tel, ce décalage-là m'a absolument abasourdi et m'a donné envie parce que, je l'ai déjà dit, mais c'est vrai que j'en étais resté de façon un peu naïve à l'Iliade et à des récits de guerre, même à l'Ouest, rien de nouveau, enfin il y en a des tonnes. Mais tous ces textes de guerre sont des textes qui ne vont jamais parler de cette concrétude banale qui, moi, m'intéresse. En effet, à ce moment-là, dans comment, non pas, il ne s'agit pas de détruire des idoles ou détruire des dogmes, mais soudain de se dire, là j'ai un biais pour dire que ça n'est pas que ça, qu'il y a aussi cette partie-là de la réalité, du réel ou de tout ce qu'on veut, qu'on nous masque en règle générale, parce qu'en effet c'est complètement trivial, mais qu'à partir du moment où ce type, dans une interview dans un journal américain, déclare qu'il a une gourde de pisse à la ceinture au moment où il abat Ben Laden, et que donc il en est, sinon fier, en tous les cas il l'assume, mais en même temps il doit y avoir de la fierté à ça, parce qu'au moment où il a abattu Ben Laden, il s'est dit oh, en plus c'est rentré dans le conscient ou l'inconscient de ce type qui se dit oh, à ce moment-là, c'est pathétique. Enfin, il y a un truc complètement éprouvant. Mais ça, c'est le premier détail qui a fait démarrer le texte. Après, il y a le fait que, en réalité, ils écoutent Demon Hunter, enfin, chasseur de démons, qui, au moment où ils sont en mission, donc ils ont leur casque avec les ordres mais en même temps il y a la musique de fond, donc on est totalement dans un jeu, et ça rejoint plein de débats qu'on pouvait avoir eu sur la virtualisation de la guerre, qui est quelque chose qui est tout à fait inquiétant. Donc c'était aussi une façon de répondre à ça. Ça correspondait à des choses qui traversent mon intérêt. Et ça, on va y revenir tout à l'heure sur la question notamment de ce contraste entre une incarnation extrêmement forte du guerrier, puisqu'on est même dans sa tête, et puis une question de virtualisation. En plus, on a la chance d'avoir Olivier Roeux qui nous a présenté justement Théorie du drone de Grégoire Chamaillou il y a quelques mois. Mais moi, ce que j'ai trouvé, une des choses les plus frappantes, c'est qu'effectivement, sans remonter à la figure du guerrier en général, mais en restant sur un type de guerrier assez particulier quand même, qui est le guerrier anti-subversif contemporain. Tu vois. Et c'est quand même quelque chose qui, depuis les années 60, depuis le Vietnam et l'Algérie, pour les Français, qui fait partie quand même d'un imaginaire du guerrier, avec certainement une sauvagerie, des moyens à circonstances spéciales, moyens spéciaux. Donc il y a eu tout le travail sur la torture, qui rôde sans arrêt tout le long, ici, comme totalement légitime. Et je crois pas qu'Abou Ghraib soit cité une seule fois, mais présent en permanence dans le mental en fait, de ce qui se passe là. Mais j'ai l'impression que cet imaginaire, il oscille en permanence depuis 40 ans entre une image de maîtrise, alors sans aller dans le fantasme du fauve léopard de Bijard, mais il y a quand même de ça qui est présent dans tout l'imaginaire des forces spéciales, des parachutistes, de ces gens extrêmement puissants, combatifs, sportifs, sains, un corps sain dans un corps sain, et oui, non, parce il n'y a pas de cerveau. Faut quand même pas charrier. Ça se saurait. Ouais, mais justement, là, je vais corriger cette caricature tentante. Il y a énormément de travaux, alors plus de l'ordre de l'essai que du roman, mais également des témoignages qui montrent que ça soit chez les Américains ou les Français, qui sont ceux que je connais un petit peu, les forces spéciales sont plutôt réputées, en tout cas jusqu'à assez récemment, comme des gens qui sont des intellectuels militaires, enfin des gens justement qui ont à la fois non mais il n'y a pas d'oxymoron nécessairement quand on dit intellectuel militaire. Je tiens à penser que manier ça très bien. Je tiens à le préciser. Non, mais justement, c'est le cas par exemple chez les SEALs, justement, chez les Américains, c'est le cas d'une bonne partie de l'encadrement du GIGN en France, qui sont des gens réputés comme étant justement beaucoup plus éduqués, avec des diplômes beaucoup plus élevés que la moyenne justement d'un régiment parachutiste de l'infanterie de marine, avec
une maîtrise mentale réputée très forte. Et j'ai l'impression que ça a été présent à un bon moment dans l'imaginaire. Alors l'archétype en étant, et tu parlais justement de l'imaginaire de jeux vidéo, ce qui va beaucoup avec, pour moi, c'est l'imaginaire des séries, enfin des films, mais encore plus des séries. Et à 2 ans d'intervalle, tu as 2 séries américaines très intéressantes. Tu as The Unit, qui est quand même une série qui est à la gloire des forces spéciales, alors extrêmement bien faite en tant que série. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'on se passionne un peu pour le fait que c'est dur de faire les fins de mois sur la base aux États-Unis et que les loyers sont chers. Mais c'est vraiment la gloire, justement. C'est cet imaginaire du guerrier cérébral, maître de lui, etc. Et à côté, il y a Generation Kill, où c'est pas tout à fait la même histoire qu'on raconte. Il y a quelque chose de beaucoup plus bestial, enfin brutal, inconscient qui se manifeste. Et je me demandais comment tu avais justement construit, qu'est-ce que tu avais utilisé comme brique pour arriver à mettre dans cet imaginaire, qui n'est pas nécessairement l'imaginaire officiel, justement, de ces soldats, parce que construire un inconscient, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça, quoi. Parce que c'est quand même d'un inconscient qu'on parle beaucoup. Tant mieux, c'est très bien, mais les briques qui ont constitué, au-delà de l'interview de ce soldat-là, ça a été en effet Generation Kill, qui a été une série pour moi extrêmement troublante dans son réalisme et dans l'absence de romantisme absolu sur la façon dont ces grands soldats avaient mené cette opération magnifique, rapide en Irak. Parce que Generation Kill, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est une série en 7 épisodes, je crois, parce qu'après ils ont refusé de la poursuivre tellement elle était démoralisante pour les autochtones, qui raconte la première guerre d'Irak, avec l'incompétence notoire de tous les sous-officiers qui se tirent dessus en croyant qu'il s'agit de méchants irakiens. Et donc sur l'hystérie que provoque évidemment cette guerre, et c'est extrêmement... c'est très très dense comme série, il n'y a pas un son, il n'y a pas une musique, en plus il n'y a absolument aucune volonté de rendre ça joli, donc c'est très très impressionnant parce que les seules musiques qu'on entend sont celles qu'ils chantent eux-mêmes, et donc quand ils se mettent à mimer tout ce qui nous nimbe les uns et les autres, c'est-à-dire les chansons de Britney Spears ou je ne sais qui, qu'on connaît tous, je dis Britney Spears parce que c'est un nom que j'ai retenu, mais je vois pas une chanson d'elle, je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble, mais ce genre-là. Et donc, dans cet imaginaire, alors il y a cet imaginaire aussi collectif qui nous est imposé, je dis pas imposé dans le sens négatif de la chose, c'est l'imaginaire collectif dans lequel on vit, qui s'impose, qui est celui de, en effet, ce gouvernement supérieur qui gouverne au monde et qui est constitué de gens qui réfléchissent, qui nous protègent, et avec des soldats qui sont... Un soldat américain, c'est Matt Damon, quoi. C'est un beau mec, intelligent, qui réfléchit, qui a des doutes, qui ne va pas tirer immédiatement et qui justement considère que ses supérieurs hiérarchiques ne sont pas forcément extrêmement compétents. Et de lire qu'en effet cette élite de l'armée américaine, cette élite était constituée de gens qui racontent ça, était une fois encore quelque chose qui m'a laissé sans voix et qui donc m'a donné envie d'en émettre une. Parce que nous sommes, en plus on sortait d'un gouvernement précédent qui était quand même très proche de ce qui se passait là-bas, et avec une admiration comme ça forcenée permanente et Arnaud Bertina, dans son article de la quinzaine, a écrit un truc très drôle sur les Américains qui font, tout ça avec des tirets, les Américains qui font tout beaucoup mieux que nous. Sur cette espèce de complexe permanent maintenant, en effet, qui est acquis, qui est inconscient, qui est général, sur, oui, en effet, nous, on est un vieux peuple d'un vieux continent, etc. Et on n'a plus grand-chose à faire, et par ailleurs, nos soldats, sont moins intéressants. Ils vont au Mali, ils vont tuer quelques Africains, et c'est pas du tout le même niveau c'est pas la même envergure, quoi. Là, c'est le plus grand terroriste, c'est toujours le plus. Et ce qui est beau, parce que ça marche pour pour la majorité des gens, c'est le plus
grand pays, la plus grande démocratie, le plus grand nombre de prisonniers au monde. Ils ont tout en plus, la pizza qui est réellement, et c'est pas du tout une ironie, qui est réellement un légume aux États-Unis depuis 2011, puisque le Sénat américain a voté une loi en ce sens grâce au lobby du ketchup, pour que les petits-enfants états-uniens soient bien nourris avec 5 pizzas par jour pour être en pleine forme. Donc à la fois il y a des gens comme Chomsky, il y a des gens comme Howard Zinn, il y a des gens passionnants, et puis il y a une espèce de rouleau compresseur sous lequel on est, et qui m'agace depuis un moment pour plein de raisons différentes dans lesquelles on ne va pas rentrer. Et qui font que, à partir du moment où cet homme-là m'a donné les moyens d'aller m'a donné les moyens de dire qu'ils ne sont pas aussi forts et aussi qu'il n'est pas aussi fort, qu'il n'est pas aussi pensif, penseur et dans la réflexion de ce qu'il est en train de faire, puisque pour lui c'est exactement comme tondre la pelouse, ce sont des choses, ils sont tellement habitués à tuer quelqu'un que ce soit Ben Laden ou que ce soit un autre, ça revient même, puisque les autres sont des terroristes tout aussi dangereux, puisque tout le monde est terroriste, c'est quand même un continent totalement paranoïaque, c'est très intéressant, c'est eux qui inventent les zombies, tout est ennemi aux États-Unis, et ça c'est quelque chose qui me fascine depuis très longtemps, tout est l'ennemi. Et même entre eux-mêmes, au final, on finit même sa propre famille est l'ennemi. Donc c'est d'abord quand même, il y a eu les Russes, enfin les Soviétiques, il y a maintenant les terroristes, ce qui englobe pas mal de gens. Nous aussi, on ne dit pas que tout va bien, et eux-mêmes. Donc cette paranoïa-là me semble assez... me fascine, quoi. Je trouve ça passionnant parce que c'est un moteur aussi littéraire extrêmement fort, la paranoïa. La colère, la paranoïa, tous ces extrêmes-là de l'écriture permettent d'aller très vite dans une écriture. Et c'est vrai que j'ai, en règle générale, tendance à vouloir qu'un livre se lise vite, rapidement, et qu'une fois qu'on est dedans, on n'ait pas envie de le laisser. Oui, paranoïa, c'est effectivement le truc qui habite tout ce que tu montres. Là, en fait, elle rôde en permanence, elle est là, elle est parfois exprimée, parfois elle n'est pas exprimée. Je trouve que ce mélange de paranoïa et de professionnalisme exacerbé est unique, mais qui renvoie aussi à, et ça, enfin, Laurent, ça évoquera sûrement quelque chose, à un travail, en fait, quand on se penche sur l'armée, et je ne parle pas là de SS ou de nazi, mais simplement de l'armée allemande, en fait, de la Seconde Guerre mondiale, le parangon de professionnalisme, et puis la définition de l'ennemi, en fait, permanente, parce que sans ennemi, on ne peut pas avancer. Et ensuite, on fait son job, et on le fait le mieux du monde. Hein. Mais effectivement, les gens font leur job, quoi. Ils sont supérieurement entraînés pour ça, enfin, en tout cas au début de la guerre, etc. Et il y a ce côté... ouais, mais le job, il est bon, de toute façon, puisque c'est contre l'ennemi. Et on ne va pas non plus commencer à questionner les détails du job, quoi. Enfin, ça fait partie de la méthode. Enfin, et comme on est des bons professionnels, on applique la méthode, quoi. Il y a vraiment ce côté qui est très très présent là, alors même que enfin, certaines des bribes du personnage ne donnent pas une impression de sophistication gigantesque. Non. Heureusement, parce que ça n'était pas le but. Donc si jamais il y avait eu ça, ça aurait été un peu ennuyeux pour moi. Mais non. Mais c'est vrai que le soldat allemand dans l'imaginaire qu'on a, c'est l'aristocrate nazi qui écoute Bach et qui est directeur d'un camp de concentration en même temps. Donc c'est une image quand même assez partielle de la réalité. L'image qu'on a d'Achille, c'est celle de ce grand guerrier avec le bouclier, etc. Alors que de fait, c'était tout autant un bouseux épouvantable, puisque il n'a aucun respect de son ennemi. Le vrai guerrier élégant et noble de l'Iliade, c'est Hector. C'est lui qui est le grand guerrier. L'autre, c'est un hystérique qui boude pendant la moitié du bouquin, et ensuite, parce que son petit copain cousin est tué, va aller massacrer tout le monde. Et après, il traîne le cadavre d'Hector jusqu'à ce que le père vienne implorer son pardon. Enfin, c'est horrible. Et pourtant, dans l'imaginaire qu'on a d'Achille, c'est le choix d'Achille. Mourir jeune et célèbre, ou vieux et sans aucune notoriété, etc. etc. Bon. L'intéressant de la très bouleversante confession, c'est qu'après coup, ça m'a fait penser justement à Achille, à tous ces gens-là, en me disant, mais ce sont tous
tout l'imaginaire qu'on a du grand guerrier de cette aristocratie militaire ou ce film de Renoir avec la grande illusion avec les deux qui se parlent et machin, et, enfin on a tous ces souvenirs là de quelque chose de très très élégant, et moi toujours je me disais c'est pas si mal, enfin mais c'est une espèce de légende pour enfants. Et on est tous des enfants jusqu'à l'âge adulte avec ça, finalement, sans vouloir réellement regarder ce qui se passe non plus. Parce que si on cherche à connaître ce qui se passe, on peut apprendre, je pense, des choses. Est-ce que c'est pas justement la littérature qui a construit cette image ? La littérature, mais pas unique. La littérature, elle l'a construite et déconstruite, parce qu'il y a après, heureusement, beaucoup d'autres livres qui, et notamment un des tiens. Non, mais je veux dire, depuis l'Iliade jusqu'à... oui, mais je trouve que c'est surtout le cinéma. Gestes, etc. Pour moi, c'est surtout parce que par ailleurs, on est dans une civilisation de l'image maintenant. Je ne sais pas pourquoi on continue d'écrire des livres, on est quand même un peu fou là-dessus. Parce que c'est pas mais c'est l'image qui nous a donné cette réalité du soldat souffrant, magnifique et noble. De ce soldat qui vient défendre une cause, alors que en lisant, non pas la très bouleversante confession, mais sa confession réelle, ce personnage n'est ni noble, ni investi d'une mission supérieure. C'est un métier comme un autre, c'est un métier qui en plus est payé. J'ai été étonné qu'il ne parle pas d'ailleurs des pillages, parce que je suis à peu près persuadé que... parce que c'est une chose à laquelle je réfléchissais. Mes grands-pères avaient fait la guerre de 14, donc ils me disaient qu'ils respectaient les soldats, jamais on ne prenait l'alliance de l'un, le portefeuille de l'autre. Or, un de mes grands-pères avait piqué le portefeuille d'un des soldats pour le lui renvoyer, évidemment. Finalement, il ne l'avait pas envoyé, donc le portefeuille était dans l'armoire. Et c'était quelque chose de très surprenant d'avoir ça. Mais le pillage, il n'en parle pas. Il raconte que quand il déshabille les cadavres, ils s'aperçoivent que certains sont mieux bâtis que d'autres. Et donc ça les fait beaucoup rire. Mais je suis persuadé, quand on lit les livres historiques, l'armée n'existe que parce qu'il y a le pillage, que parce que ça permet de se servir sur le cadavre des gens. Aujourd'hui, on ne parle jamais de ça, du pillage qui doit exister sur les cadavres. Et ça m'intéressait de me dire que ce type-là, qui donc est avec sa gourde, avec tous ses fantasmes personnels, enfin fantasmes, toute sa simplicité personnelle, ça m'intéressait. Je ne suis pas allé jusque-là, jusqu'à parler du pillage, mais j'ai hésité. J'ai hésité en me disant que... parce que quand je lis des livres historiques sur les guerres au Moyen-Âge ou dans l'Antiquité, bizarrement, les pillages existent toujours, jusqu'à Louis XIV. Napoléon, on en parle déjà beaucoup moins, des pillages, comme si... enfin, on parle des pillages des œuvres d'art. C'est plus élégant, on va piquer les grandes toiles. Est-ce que c'est pas le propre des guerres coloniales ? C'est-à-dire que pour piller quelqu'un, il faut le considérer à peu près comme son égal. Or, depuis les guerres napoléoniennes, par exemple, en Égypte et ailleurs, et là, typiquement, j'imagine mal des soldats américains se dire « Tiens, l'Irakien que je viens de buter, il a de l'or sur lui. » ou... Si. Mais au Vietnam, il est déjà déshumanisé et considéré comme un... Bien sûr. Parce qu'il récupérait des trophées, etc. Bien sûr. C'est une autre forme de pillage, en fait. C'est plus un... Oui. C'est un... Ils emportent... Oui, non, mais il récupérait des trophées pour les vendre. Parce qu'il y avait tout un second marché ensuite pour vendre la calèche, les machins, les oreilles. D'accord. Non, mais c'est l'espèce de nettoyage et d'extrême polissage de la réalité qui me paraît de plus en plus dangereux. Et donc, en effet, de découvrir que celui-là au moins osait raconter certaines choses totalement aberrantes, m'a permis de rentrer dans ce paradoxe, de sortir de cette doxa du soldat élégant, enfin, et je reviendrai pas là-dessus, mais je suis persuadé qu'il viole, bon ça on le sait, mais même les Américains, même juste les Américains, puisque c'est eux a priori les plus civilisés. Mais de toute façon, quand on voit en effet la pratique des tortures musicales, c'est aberrant, parce que ça ne fait pas souffrir physiquement, enfin, encore que j'imagine qu'au bout de 3 jours de
régime, on doit être même physiquement éprouvé. Mais d'imaginer que ces gens-là... et il y a, de mon point de vue, aucune hiérarchie et aucun dédain, c'est un constat. Nous sommes, comme disait un grand journaliste, nous sommes tous des Américains. Il a dit ça il y a une dizaine d'années. Et ça n'est pas pour rejeter le père ou des choses de ce type-là. C'est que réellement, cette apparence polie, propre et parfaitement lisse de leurs interventions. On en parlait tout à l'heure quand il y a un film qui m'avait beaucoup marqué qui était La Chute du Faucon Noir. La Chute du Faucon Noir, c'est magnifique, c'est splendide comme film. Enfin, pour des mecs, c'est extraordinaire. Les filles, ça doit un peu les emmerder parce qu'il n'y a pas quand même il se passe pas grand chose en dehors d'une main qui tombe par endroit. Mais même ça est splendide. La main est arrachée, on se dit, oh, c'est quand même bizarre, ça doit faire mal, juste un petit truc comme ça pour avoir un frisson. Mais c'est toujours vu du point de vue du vainqueur. Mais ça, l'histoire est toujours écrite du point de vue du vainqueur. Donc ça aussi, c'est intéressant. C'est que quelle serait la version opposée? C'est-à-dire que moi, j'imaginais aussi en lisant ça, que ces 23 personnes, ces 23 mecs entrant avec un chien en plus, dans cette maison de 3 étages, et surgissant dans le noir avec énormément de femmes et d'enfants à l'intérieur, et donc tirant dans le tas, faut pas non plus être naïf. J'imaginais ce que pouvait être cet étonnement dans le sens premier du terme, de voir cette chose totalement inattendue, de 23 personnes qui viennent abattre quelqu'un qui est au 12e étage, qui est l'oncle, le père, le cousin, au-delà de tout jugement moral sur qui était le plus grand terroriste de notre temps, et qui sont ces soldats. C'est juste à un moment, et c'est peut-être aussi ce qui m'intéresse dans la littérature, c'est de pouvoir être à la place de quelqu'un, à la place de l'autre, et de savoir ce que je serais dans l'autre, ou ce que l'autre serait en moi. Enfin, non, plus difficilement, ce que je serais dans l'autre. Parce que c'est le seul biais qu'on ait pour le découvrir. À part la littérature, il n'y a pas de moyen qui me semble aussi valide pour vivre toutes ces vies-là et pour surtout ne pas être dans le jugement. Parce qu'au départ, en effet, j'ai eu l'impression que La très bouleversante confession était quelque chose de très négatif sur ces soldats-là. Et au final, je ne dirais pas que j'ai de l'affection pour lui, mais c'est un type qui est... je dis un parce que pour moi, il est unique, hein, c'est le même, mais pour moi, c'est quelqu'un d'assez... non pas touchant non plus, parce que ses considérations sont... le plus souvent purement financière, donc c'est là encore le fait qu'il ait démissionné, qu'il n'ait pas de boulot, alors qu'il a donné sa vie pendant des années à l'armée américaine et qu'il n'est pas reconnu pour ça. Il ne peut pas divorcer de sa nana parce que financièrement on est dans quelque chose de non pas touchant mais qui peut être compréhensible, qui peut être en tous les cas ça traverse des choses qu'on connaît. Et cette simplicité-là, finalement, c'est un pauvre type, quoi. C'est un grand gamin. De toute façon, je pense qu'il faut rester très enfant pour faire la guerre. Enfin, je veux pas parler à un spécialiste, mais avoir cette illusion-là qu'on fait quelque chose d'intéressant. Mais lui, il a même pas l'illusion de faire quelque chose d'intéressant. C'est ça qui est aussi passionnant dans cette histoire-là, c'est que c'est un boulot comme un autre. Et pour moi, ça n'a jamais été un boulot comme un autre. Être soldat, ça représentait quelque chose d'important pour celui qu'il est, quoi. C'est en effet un idéal, le désir de liberté, de démocratie, tout ce qu'on nous met derrière aujourd'hui. Mais il y avait un minimum, j'avais peut-être l'impression naïve d'avoir qu'il y ait encore un minimum de ça pour justifier ce que ça signifie d'horreur permanente. Donc à la fois être dans les horreurs, oui, parce que, enfin, là, il n'y a pas d'horreur, hein, enfin, il y a peu de choses, oui, il y a l'exécution, etc., mais ne pas être non plus dans la caricature, ne pas du tout caricaturer qui il était, qui ils sont, être dans une espèce de justesse constante de
de ce qu'il représente, la justesse de cette simplicité-là. Alors je ne veux pas dire bêtise, parce que ce serait encore un jugement de valeur, mais la justesse de cette simplicité-là, hein, de l'absence de réflexion. En fait, je pense que aussi la littérature c'est fait pour réfléchir un peu, alors pas forcément tous les livres, mais certains, et c'est pas forcément le but permanent de mes bouquins, mais que ce qui me surprend toujours, ce qui me laisse pantois à chaque fois, c'est qu'on puisse ne pas réfléchir. Et donc, écrire, c'est aussi une façon d'obliger à moi réfléchir à ceux qui ne réfléchissent pas. Et de voir comment ça peut fonctionner. Parce que ça me paraît fou qu'on puisse ne pas se penser à ce qu'on est en train de faire, sinon à la gourde de pistes qu'on a à côté de soi, alors qu'on est en train d'abattre en effet, puis se dire, tiens, il est plus grand. Alors ça c'est vachement bien, parce que il est plus grand, c'est quelque chose qui apparaît dans tous les films qui concernent une victime, enfin quelqu'un qu'on doit aller abattre. Il est toujours différent de ce à quoi on s'attend. Et ça, je trouve ça toujours passionnant aussi. Que le réel ne corresponde pas au réel. Et donc que ce soit un fantasme, donc Ben Laden il faisait telle taille, et ils se sont trouvés. Ils n'avaient quand même pas de mètre pour le mesurer à la base. Une base états-unienne en Afghanistan, donc une des choses, j'imagine, les plus organisées qui existent au monde, ne dispose pas de mètres. Et ça, c'est qu'ils aient été obligés de placer des soldats à côté de Ben Laden de différentes tailles pour voir quelle taille il avait. Il y avait quelque chose de médiéval que je trouvais très beau aussi. Quelque chose de l'ordre de finalement la fragilité aussi de la puissance. Et il y a quelque chose du roi est nu. Et j'aime bien l'idée que ce roi-là est de plus en plus nu et que ça va pas être forcément mieux, hein. C'est pas du tout la question. C'est de se dire, on en est au moment où le roi se déshabille devant nous, puisque ce n'est pas moi qui suis allé inventer ça, c'est lui qui est venu nous le dire. Et en l'occurrence, il y avait aussi cette volonté d'être dans la chanson de geste et d'être dans les chroniqueurs de la grande époque, qui moi m'ont fasciné quand j'étais gamin, donc vraiment on parle encore de choses que plus personne ne lit, mais être simplement le scribe de quelque chose qui est en train de se passer. Être simplement ça, la personne qui raconte de façon extrêmement neutre ce qui est en train de se dérouler. Mais vous l'avez quasiment tous lu, donc c'est pas marrant d'en parler. Donc, Une chose qui est frappante, je trouve que ça c'est lié au thème mais à l'écriture, beaucoup, c'est l'impression que tu fais vivre quasiment tout le long d'une extrême concentration. Bon, on sent qu'il y a de l'adrénaline qui boum, mais qu'il y a aussi une focalisation sur la mission, qui n'empêche pas effectivement de penser aux $198 à un moment donné pour les choses, mais il y a une espèce de tunnel qui se constitue en fait à coup d'adrénaline et de paranoïa, en fait, de trouille, hein, parce que c'est flippant. Alors, j'avais le sentiment que c'est quand même quelque chose que tu fais bien passer, que c'est que normalement, c'est un soldat normal et pas quelque chose qui semble leur faire vraiment peur parce qu'ils sont trop entraînés pour ça, trop bons, trop équipés, ils ont confiance quand même dans leur matos, quoi. Mais il y a le gamin qui a une grenade, et c'est là qu'il y a une couche supérieure d'angoisse, c'est que le danger peut venir de n'importe où, et c'est bien qu'on est en guerre subversive. Alors je me demandais, parce que ça c'est vraiment l'impression que les versions les plus récentes en fait, de Call of Duty ou de Splinter Cell balancent en permanence. C'est vraiment de te mettre dans ce tunnel de concentration et d'adrénaline où tu ne penses plus, mais où tes réflexes sont au quart de tour, et il faut être rodé pour s'en sortir. Tu ne peux pas arriver comme ça. Et je me demandais quelle était l'influence, le parallèle que tu faisais avec le jeu vidéo en fait, sur ça. Alors, on en avait déjà parlé, mais ainsi que les meilleurs comédiens de l'Actor Studio, j'ai mouillé ma chemise et j'ai donc acheté Call of Duty en écrivant le livre. C'est parce que eux-mêmes disent qu'ils s'exercent sur ce jeu-là. Il y a une scène au début de Des Mineurs de Catherine Bigelow, le film, où il y a effectivement des soldats qui sont en train de jouer à Call of Duty, et c'est à peine pour se détendre. C'est de l'entraînement aussi. Et donc, c'est comme les joueurs de foot qui jouent à la PlayStation en fait. Oui, c'est long avec le réel, c'est bizarre. Oui, mais là aussi, ça m'a laissé pantois quand même, de me dire qu'il s'exerçait sur ce jeu-là. Ça m'a laissé pantois après l'avoir pratiqué.
parce qu'il est magnifique, magnifiquement fait. L'interface est splendide. Les ennemis sont extrêmement facilement reconnaissables. Ils ont en général des foulards palestiniens ou alors ils sont sales comme des Russes. Enfin, c'est vraiment et ça se passe soit à Tchernobyl ou dans un pays détruit, dégueulasse, avec des matelas pourris sur le sol et des lettres en arabe sur les murs. Donc c'est prodigieux de voir aussi le formatage déjà de tous ceux qui jouent à ce jeu-là, parce qu'évidemment il y a deux possibilités, c'est être ou Marines ou Op Force, c'est-à-dire je sais plus comment ce que ça dit, Op Force, Oppositional Force. Voilà, ceux-là. Et dans les Oppositional Force, tu as Force adverse. C'est ça, oui. Selon la carte sur laquelle tu tombes, tu as ou des Russes, parce que là, ça ne sont plus des Soviétiques, ce sont des Russes d'aujourd'hui. Donc ça se passe à Tchernobyl, ou des Arabes, qui ne sont pas tout à fait situés. Ça peut être au Pakistan, dans des pays de ce type-là. Il y a un patch qui propose des Cubains. Si tu veux. Ah, c'est bien. Et les Chinois, pas encore Non, il n'y a pas ça. Et alors, ce qui est très étonnant, c'est que moi, en jouant à ce jeu-là, qui est un jeu totalement addictif, c'est épouvantable. C'est-à-dire que j'y ai passé des heures avec des gamins de 12 ans, puisque en général, comme on papote aussi en même temps avec ses adversaires, puisqu'on ressuscite en plus au bout de 3 secondes, et qu'il y a marqué quand on est tué « killed by », donc il y a des gens qui font des jeux de mots sur leur nom. Donc il y en a un qui s'appelle Inadvertance, et je l'aime beaucoup celui-là. Killed by Inadvertance. Au moins c'est un gamin qui a réfléchi à quelque chose. Les autres sont en général plus prosaïques et beaucoup moins poétiques. Mais ce qui était très 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 étonnant dans ce jeu-là, c'est que la carte de Tchernobyl dans laquelle j'ai joué à un moment, qui est une carte très moche, parce que ça n'avait pas l'air très très joli. Ça n'a pas l'air très joli aujourd'hui, que c'est complètement détruit. Il y a une énorme piscine couverte et une place centrale avec une statue de guerrier avec une kalachnikov au bras. Et je me suis dit, c'est pas mal fait, c'est amusant cette carte. Où est-ce qu'ils sont allés chercher des documents pareils? Et il y a eu un reportage postérieur sur Tchernobyl aujourd'hui. Et en définitive, c'est exactement. Ils ont pris les images réelles et ils les ont transformées. Donc tous les lieux qui sont dans le jeu sont réalistes, mais pas uniquement réalistes. Ils sont réels. Et là, ça donne ça crée quelque chose de glaçant, parce qu'on joue à se faire tuer par inadvertance ou par d'autres, à en tuer le plus possible aussi, et tout ça dans un langage évidemment qui est de 3 lettres états-uniennes au plus rapide, parce qu'on parle tous en anglais. Il y a des filles qui jouent à ça, c'est pas du tout un truc unisexe, et il y a plein de gamines, plein de gamines. J'ai joué longtemps avec une jeune états-unienne qui me faisait, parce que moi j'avais choisi comme inadvertance, c'était une... Non, je sais pas, inadvertance j'ai jamais parlé avec, mais avec elle oui, et comme je m'appelais, j'avais choisi comme nom de soldat Reznikov, que personne ne connaît. Tout le monde m'appelait le Rusko, etc. Comment ça va, Rushan, comment tu vas, et patati patata. Donc c'est très étonnant. C'est l'avantage des non-russes, c'est qu'immédiatement ils sont considérés comme ceux des ennemis. Et quoi qu'il en soit, donc d'être dans ce réel-là, parce qu'en plus on entend le souffle de celui qu'on joue. On entend quand il saute sur un mur. Alors il y en a qui font des cabrioles insensées, moi j'en suis pas du tout capable, parce qu'il faut savoir tricher aussi sur le clavier. Mais on s'entend souffler, et quand on tombe d'un mur, il y a une chose très très belle, très surprenante, c'est que la rétine, puisque l'écran est notre rétine, se brouille de rouge, et donc on est troublé comme ça pendant 10 secondes. Heureusement, on revient vite en forme, mais pendant 10 secondes, on a tout le champ de vision se modifie. Et il y a notamment dans le jeu la touche pomme N qui permet d'avoir les lunettes de vision nocturne, celles qu'ils ont, à $65 000 la paire, et qui permet en effet là de voir le monde en chewing-gum de façon complètement... Et donc de penser, parce que ça c'est aussi un débat qu'on a eu souvent, autrefois, autant jadis et tout ce qu'on veut, quand on tuait quelqu'un, c'était quand même face à face. Ça l'a été de moins en moins, mais il y a cette notion du face à face
qui existe aussi là-dedans, hein, mais de façon différente, j'y viendrai. Parce que tuer quelqu'un avec une épée et un couteau, c'est déjà plus compliqué qu'avec un revolver. Tuer quelqu'un avec un drone, c'est encore plus facile qu'avec n'importe quoi. Mais tuer quelqu'un avec un revolver, avec des lunettes de vision vertes, enfin qui rendent le réel vert, chasseur de démons dans la tête, et probablement quelques amphétamines dans le... Il faut juste dire un mot sur ce que c'est Chasseur de démons, parce que je suis pas sûr que tout le monde connaisse Demon Hunter. Bah, alors, Chasseur de démons est un groupe américain de rock, metal rock bûcheron. Ce sont des mecs qui ont une quarantaine d'années, ils sont pas tout jeunes, hein, mais donc des bûcherons avec le bûcheron tel qu'on l'imagine, des croix, sont des chrétiens. Et qui c'est du métal chrétien. C'est du métal chrétien. Oui, c'est une des particularités de ce groupe-là, c'est du métal chrétien. C'est absolument, enfin, j'imagine que pour ceux qui aiment, c'est absolument splendide. Moi, c'est inaudible. C'est un truc, c'est au bout de 3 notes, c'est qu'est-ce que c'est que ce machin-là. Et c'est un groupe qui a cette particularité magnifique d'avoir, au moment où le Metallica, AC/DC et d'autres groupes ont su que leur musique était utilisée pour des tortures dans les prisons. Contre les terroristes, Metallica, AC/DC, etc. ont dit nous on ne veut plus que vous utilisiez nos musiques. Et quand Demon Hunter a appris ça, il a dit nous si, hein, prenez, on vous donne nos disques. Et donc c'est des gens, des humanistes. Des patriotes. Des vrais patriotes, oui, en effet. C'est une vision de la chose. Et donc ce soldat-là écoutait je ne l'ai pas sur moi. En revanche, j'ai Game, le groupe Game avec Lil Wayne, qui est aussi un des groupes qu'ils aiment beaucoup, que tous les gamins connaissent. Moi, dans les écoles où je vais, ici, ils connaissent Game, mais ils ne comprennent pas les paroles. Et ce qui était intéressant, c'est de les comprendre, puisque cette chanson-là dit très clairement... Alors, Demon Hunter, je vous passe les paroles, parce que ça ne dit rien d'intéressant. Sinon qu'il faut tuer le diable, et voilà, bon, bref, que le Christ arrivera, et que tout ça avec des voix sépulcrales, et quand on les entend derrière toute la musique qu'il y a dessus. Game, en revanche, cette chanson qui s'appelle Red Nation, qui est donc une des chansons qu'il écoutait aussi, et c'est cet ancrage dans le quotidien qui m'intéressait. Il joue à Call of Duty, ils écoutent ces chansons-là qu'on a entendues, ils s'habillent de tenues dont ils donnent les prix et qu'on connaît, le polo Ralph Lauren et les lunettes Prada, bon, on voit ce que ça signifie. Ils montent dans des 4x4, ils ont une vie, qui n'est pas tout à fait les nôtres, mais qu'on peut visualiser. Et quand ils écoutent, dans la chanson du groupe Game, très très rapidement, ça dit que les mecs doivent être debout et que les filles doivent être à genoux. Et que de toute façon, alors je ne donnerai pas l'explication, ça va, et que les filles sont en talons Louboutin. Alors Louboutin, c'est une marque qui est connue là-bas, et c'est une marque de pute. C'est vraiment pour, enfin ici aussi je pense, pardon, bon, c'est très très cher, mais enfin bon, c'est pas... Tu vas te fâcher avec beaucoup de gens pour ça. Qui rêvent toutes d'avoir des Louboutins. Mais donc tout ça dans des voitures, des Ferrari, de ceci et de cela. Et donc ce mélange, moi ce qui m'intéresse aussi dans ce continent-là et dans cette civilisation-là, puisque finalement c'est la nôtre, c'est ce mélange de concrétude permanente avec la voiture, le 4x4, les chaussures Louboutin, les prix, des choses qui me fascinent depuis un moment. Et l'extrême trivialité à côté, et l'extrême simplicité et fadeur de leur engagement, qui n'est qu'un engagement financier au final, qui n'est qu'une volonté de... ce qui est le cas de toutes les guerres, hein. Je pense qu'il ne faut pas non plus se leurrer, il n'y a pas de guerre de religion, il n'y a pas de guerre de ceci ou cela, ce sont des guerres pour faire de l'argent. En lisant ton livre, là sur l'argent, c'est aussi c'est un indice de la dégradation de la société américaine elle-même, puisque des gamins qui ne peuvent pas se payer d'aller à la fac entrent dans l'armée parce que c'est une voie pour eux. Mais en fait, en lisant le livre, on a une espèce de communauté, donc c'est le même personnage mais multiplié par 23. C'est comme une espèce de colonie en fait, à lui tout seul. Et ça m'a rappelé en fait certaines images que j'avais vues par exemple dans des reportages sur l'Irak,
où en fait ils ont construit pour les soldats américains une réplique de l'Amérique en Irak, donc avec des Burger King, des bidules. Et je crois qu'en fait c'est une condition indispensable à la poursuite de la guerre. C'est-à-dire que s'ils sont mélangés aux populations locales, ils ne peuvent plus les buter. Donc en fait, ils sont obligés d'être isolés, vivant dans une colonie hermétique, pour pouvoir en fait déconsidérer, déshumaniser complètement l'autre et le buter comme dans un jeu vidéo. En fait. Et c'est vraiment le sentiment que j'ai eu en lisant. C'est à quel point ils sont en huis clos en fait. Et que l'autre n'existe absolument pas, ou alors sous une forme verte. Oui. C'est marrant, je ne sais pas si certains d'entre nous s'en souviennent, il y a 1 an et demi, on avait reçu Anne Nivat ici pour son livre Brouillard de guerre, donc, qui racontait son dernier travail en Afghanistan. Et il y avait cet aspect très impressionnant, c'est qu'elle était hébergée pendant toute la première partie de son travail sur la très grosse base américaine en fait, d'Herat. Mais pour aller faire la deuxième partie de son travail, c'est-à-dire celle où elle était de l'autre côté, il était hors de question de simplement franchir le portail de la base, parce que c'est vraiment 2 univers qui sont sur 2 planètes différentes. On ne franchit pas le portail de la base pour aller parler aux Afghans. Il a fallu qu'elle parte en hélicoptère d'Herat pour aller dans un autre pays, et de là prendre l'avion pour arriver en civil, en fait, en Afghanistan. La barrière était à la sortie du camp énorme, je ne sais plus, c'était un camp de 62 000 personnes, au total. Mais c'est une frontière plus solide que n'importe quelle autre frontière. Mais elle est organisée, je pense. Extérieure. C'est-à-dire il faut l'adresser pour pouvoir tuer l'ennemi. Parce que si on se mélange, si par exemple les soldats américains écoutaient de la musique arabe à Bagdad, je ne suis pas certain qu'ils buteraient les gens. Bien sûr, il faut pouvoir mépriser l'autre pour pouvoir l'abattre. Sinon, pas mépriser. Il faut le réifier de façon absolue. C'est-à-dire que la civilisation américaine se pose de plus en plus au fur et à mesure que l'histoire avance comme étant la civilisation de l'autisme. En fait, l'autre n'existe pas. C'est l'autisme, plus encore que la paranoïa que tu évoquais tout à l'heure. Et l'autiste, il est dans sa bulle. C'est par définition. Et ça, c'est de plus en plus. Il y a déjà des choses qui vont dans ce sens chez les Américains dès les premiers temps de l'Amérique, face aux Indiens. Mais ça ne cesse d'augmenter à travers l'histoire. J'en veux pour preuve, il y a un élément que j'ai appris il n'y a pas longtemps, qui est une anecdote que je trouve très représentative et qui va complètement dans le sens de tout ce que tu as dit, c'est qu'il y avait autrefois dans le serment du soldat américain une phrase qui disait en substance « Je jure de me battre pour défendre l'Amérique et pour vaincre les ennemis de l'Amérique ». Ça a été transformé dans les années 80, cette phrase. Mais c'est devenu... Il ne s'agit plus de vaincre les ennemis de l'Amérique. Il s'agit de détruire les ennemis de l'Amérique. Ce qui n'est pas du tout pareil. Non. De fait... Si je peux me permettre, il y a une méconnaissance de l'autre. Quand les troupes américaines rentrent dans Bagdad, ils viennent en libérateur. Et donc ils font le geste américain. Oui. Comme ça. Oui, par ailleurs, oui, mais ça c'est... Ils avaient les guides, tu sais, quand ils étaient arrivés en France, là, après la Seconde Guerre mondiale, le guide de comment parler aux Français, qui sont quand même tous un peu bizarres aussi. Il y a le même sur l'Allemagne aussi. Oui, ces petits livrets qui... Parce que de fait, ils sont tellement persuadés... Enfin, après, c'est pas un jugement, une fois encore, sur les États-Unis en particulier, c'est... ces gens-là qui, en effet, sont dans un autisme, mais qui est celui qu'on est en train de gagner, si on peut gagner un autisme, en jouant à ces jeux-là, puisque en effet, tous les gamins qu'on peut rencontrer, je ne sais pas si tu fais des ateliers ou des rencontres en milieu scolaire, c'est quelque chose d'absolument aberrant de s'apercevoir qu'ils jouent tous à ça, qu'ils ont tous... comment ça s'appelle ? Quand on à peine rentré chez soi, on se met derrière l'ordinateur et on n'en sort plus, ça a un nom, et ils s'appellent comme ça entre eux, pour ceux qui y jouent vraiment définitivement. Des no-life. Oui, des no-life, oui. Oui, les no-life, c'est extravagant. Et donc ils se traitent de... Toi, t'es un no-life, ben ouais, je suis fier d'être un no-life, ok. C'est cette... impossibilité finalement aujourd'hui, alors on ne va pas revenir sur la plupart des enfants qui ne savent même plus qu'un poisson n'est pas rectangulaire, mais on est dans cet univers-là qui est fascinant, de la déréalisation d'absolument tout, de la virtualisation de l'univers dans lequel on est, et qui fait qu'il n'y a plus de jugement de valeur sur en effet qui est l'autre. Tu peux tuer n'importe qui,
ça n'a plus aucune importance. Sauf que ils font la part des choses, pour la plupart quand même. Oui, il n'y a pas que des serial killers et de... tous ces gamins qui se passionnent pour ces Bien jeux, sûr. et tu dis toi-même que tu t'es pris au jeu complètement, Ah oui, c'est oui. le cas de le dire. La plupart, s'ils ont été à peu près construits normalement et s'ils sont nourris d'autres choses, alors peut-être que c'est ça qui fait la différence, n'iraient pas tuer, tu vois, ne feraient pas la guerre facilement ou ne combattraient pas facilement sous prétexte qu'ils ont joué à ces jeux-là. Mais j'imagine qu'après avoir joué à ça pendant un moment, et si je suis soldat... Je craignais ça, mais je suis pas sûre de ça. Je crois que c'est pas si simple. Pas forcément dans l'idée de... Ça facilite l'acte de tuer, ça je suis d'accord. Mais je pense dans la construction de l'image de l'ennemi. C'est-à-dire que si dans un jeu vidéo tu arrives, l'ennemi il est forcément russe ou il porte un kéfier. Oui, bien sûr. C'est vrai, par exemple, je pense qu'il est dans un maniement des symboles, mais je pense qu'il y a, moi, le sentiment, enfin, pour l'avoir vu aussi beaucoup dans un état, mais qui est pas lié au fait, nécessairement, effectivement, dans du moi voix, moi tu, de façon très robotique, mais qui est plus dans la façon de créer un certain type de concentration bien particulier, une concentration très obsessionnelle sur une mission en fait que tu as reçue, qui là t'a été assignée par le jeu, qui pourrait être assigné pour autre chose dans un autre cadre. C'est pour ça que tu vas aller le lendemain, enfin un petit Français, tu vas être engagé dans l'armée le lendemain parce que tu as fait 3 ans de Call of Duty. Enfin, non, mais... En même temps, je suis passionné là, enfin passionné, je suis tout à fait stupéfait de voir tous les gamins qui partent en Syrie. Là, cette espèce de manque tel d'action et d'avenir et de perspective ici, qu'il y a quand même une vingtaine de gamins de moins de 18 ans qui, prétendant partir en vacances avec leurs copains, se barrent en Syrie. C'est fascinant de voir que notre civilisation n'est plus capable de proposer une image positive d'elle-même au point... Alors, je ne dis pas que c'est une généralisation, ça fait 20 gamins... 180. 180 280. 280, ça commence à faire un... Bon. Mais d'un autre côté, tu en as plus de 500 qui vont bosser dans des banques d'affaires américaines ou ailleurs. Oui, certes. Mais en même Puis temps... on avait la guerre d'Espagne aussi, les gens partaient... Ouais. Mais en même temps, à force de jouer à ce jeu-là, je pense que moi, devenant soldat, derrière un écran d'ordinateur pour diriger un drone, je ne fais plus la différence entre le jeu et ça. Même si on m'explique qu'en effet, et même si en vérité sur les écrans des drones, on peut apercevoir, semble-t-il, et très très précisément, qui on est en train d'abattre. Je pense que là, à force d'être formaté dans ce monde d'images et dans cet aquarium-là qu'est l'écran, tout devient quelque chose qui n'est plus dangereux. Mais c'est une nécessité justement puisqu'il n'y a quasiment plus de gens qui s'engagent par conviction. Donc il faut bien que finalement tuer et combattre devienne quelque chose de complètement déshumanisé, puisque ce qui te motive c'est pas de libérer le monde, enfin c'est ce que tu vas prétendre, mais c'est l'argent, c'est parce que tu n'as pas de boulot, c'est parce que tu vas éventuellement recevoir une formation en faisant l'armée. Donc, dans la formation qu'on va donner à ces soldats, on va effectivement les maintenir dans une bulle, surtout ne pas les mettre en contact avec les ennemis, parce que sinon c'est fichu. Je pense que la plupart peut-être n'iraient pas au bout s'ils étaient confrontés à la réalité de ceux qu'ils ont à combattre. Ah bah, face à un être humain en face, en effet, ça doit être beaucoup plus compliqué. Après, tout dépend de l'arme que tu as en main. Il y a des choses hystérisantes. C'est hystérisant comme univers, mais pas que l'univers du jeu. L'univers en règle générale qui est autour de nous est hystérisant dans le flux permanent d'informations qui chasse l'autre, qui fait que tu n'as plus de façon de te poser et d'imaginer en effet l'avenir. Il me semble, et c'est ça aussi qui peut m'intéresser, il me semble possible de tuer quelqu'un assez facilement. Oui, mais il faudrait peut-être comparer ça, ces jeux vidéo et leur phénomène hystérisant, leur pouvoir hystérisant, à ce qui a été utilisé pendant des siècles pour envoyer les types au combat. La gnôle, tout simplement. Peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi te répondre. Que là, ça formate encore plus. Enfin, ça va plus loin dans ce que ça... Parce que l'alcool est un univers que tu partages peu, que tu partages avec 3-4 personnes. Mais ce jeu-là, c'est un jeu
mais c'est pas que celui-là. Ce qui est fascinant, c'est que tu as l'impression d'être avec 200 personnes. Ouais. Qui sont des amis en même temps que des ennemis. Donc en plus, cette indifférenciation totale de l'ennemi et de l'ami, ça n'a plus aucune importance, et inadvertance peut être Marines à un moment et Hopfort le lendemain. Donc ça n'a pas il n'y a plus de valeur réelle. Et il ne s'agit pas de retourner à des valeurs, etc., et de retourner à quelque chose de l'ordre de la Troisième République. C'est que simplement, c'est une phase passionnante pour ça, où quelque chose n'existe plus, quelque chose est en train de se former. Ouais. Et donc, cette fin de l'Empire, c'est toujours extraordinaire. La fin de l'Empire romain, c'est extraordinaire. Ça permet des choses, des ouvertures. C'est à la fois complètement dangereux, et pour nous, il ne faut pas exagérer, pour l'instant, ça reste calme. Mais je trouve ça très représentatif de ce qu'on vit malgré tout par ricochet jusqu'ici, et dans aussi le manque total non pas d'avenir, mais d'idée ou d'idéal, même si le mot est à la fois galvaudé et dangereux, mais sur le fait de se dire qu'en effet, quand on aura nos retraites, ce qui est le cas de peu de nous ici, pour peu d'entre nous ici, mais pour ceux qui sont dans un système qui existe encore avec des retraites et la maison de campagne, enfin, c'est cet idéal qui a été celui de la génération de nos parents, qui est celle du troisième âge aujourd'hui, qui continue, qui est c'est la première génération qui est plus riche que celle de ses enfants, enfin dans plein de choses. C'est passionnant d'être dans ce moment-là, et c'est très inquiétant. Et cette inquiétude-là, je trouve qu'elle est nécessaire à transmettre d'une façon ou d'une autre, que ce soit par le biais parce qu'il est inquiétant, ce personnage-là. En fait, ce qui est très frappant, c'est un travail fait par toi, mais je pense qu'il est réussi parce qu'il est emblématique d'un état de la langue, en fait. Je pense que l'état de leur langue, la façon dont ils parlent, le simple fait de dire qu'une pizza c'est un légume, ça a l'air de rien, c'est un décret, mais la simple idée qu'on puisse dire ça produit une réduction terrible, en fait, du système linguistique en général, de la langue. Donc ils ont un rapport extrêmement appauvri à la réalité parce que leur langue est appauvrie. Mais cette langue-là, elle est elle-même le produit de séries télé, de jeux vidéo, etc. Donc en fait, ils sont constamment construits par quelque chose d'extrêmement simplifié, donc, et qui ressort dans la langue. Le travail que tu fais là-dessus, je pense que c'est peut-être le truc qui m'a le plus plu. C'est essentiel, oui. Ce qui m'intéressait aussi là, c'était d'arriver à faire, alors sans prétention, de la littérature avec peu de la littérature pauvre, quoi. Il y a l'arte povera et de la littérature, quelque chose qui, malgré l'absence de mots, donc de pensée, parce que c'est ça aussi qui est dangereux, c'est que l'impossibilité d'avoir des concepts puisqu'il n'y a pas de mots pour les désigner est quelque chose de très... Ça pense par le rythme, disons. Ça pense par... Oui, par... Et donc par la juxtaposition de certaines pensées, j'en reviens à l'histoire de la gourde de pisse, mais je pensais à ça en t'écoutant, cette histoire le fait qu'il pense à ça au moment où il est confronté tout d'un coup à la réalité justement de cet homme qu'il faut tuer, est-ce que c'est pas une sorte de façon de s'échapper un petit peu, enfin tu vois, tout d'un coup dans sa bulle. Exactement, tu vois, il pense à un truc complètement trivial qui n'a rien à voir avec le fait de tuer. Est-ce que c'est pas presque une protection, une forme de protection? J'irai pas jusque. Je ne le connais pas. Hein. Non. Oui, mais j'ai pas. Il cite vraiment ça dans l'interview. Tu t'es servi de. Oui. Mais est-ce qu'il échappe à une réalité? J'en sais rien, dans la mesure où il est quand même dans le monde du chewing-gum, puisqu'il est sous les lunettes vertes. Donc est-ce que cette réalité peut lui faire peur dans la mesure où... Elle est déjà déréalisée. Elle est déjà déréalisée. C'est un personnage qui n'a... Oui, mais il remarque plein de choses quand même, de l'entourage, de choses très humaines tout d'un coup. Et d'un coup, enfin... Mais parce que ça, notre pensée va toujours plus vite que ce qu'on en réalise, et que, évidemment, particulièrement dans ces métiers-là, tu visualises absolument tout ce qui t'entoure. Et ça, c'est de la paranoïa aussi. Il n'y a pas besoin d'être militaire. Mais ça fait rentrer du réel aussi. Enfin, ça fait rentrer de la chair, Mais je pense pas que c'est une face... Je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre du grand enfant, quoi.
c'est quand même incroyable si les gens savaient ça, que au moment où j'abats le mec le plus connu de la planète, j'ai quand même... c'est un truc de gamin de 5 ans qui... c'est très stupéfiant. Pour moi, c'est plus de cet ordre-là que de l'ordre d'une soudaine prise de conscience Non, c'est pas ça, de mais c'est l'ennemi. quelque chose qui est quand même rassurant, tu vois, qui appartient à son monde, et comme un doudou, je sais pas comment dire, mais c'est, tu vois, c'est... Voilà, c'est ça, donc 5 ans. C'est vraiment, je me rassure avec, je suis moi là, avec moi-même, en excroissance de moi-même qui est à côté de moi. Au moment où nous sommes deux en train de, je suis plus fort que moi-même en train de tuer ce type-là. Mais je pense pas qu'il y ait une, enfin, sans en faire un imbécile, je ne pense pas qu'il soit dans un état de conscience qui lui permette de réfléchir à ce genre de choses là. Oui, c'est pas ce que je veux dire. Oui. Mais peut-être pour se diriger doucement vers la fin de la discussion, j'avais une question qui était liée à ça, mais qui revenait plus sur la question de l'écriture. Je pense que c'est une des choses les plus dures en fait d'arriver à émuler un flux de conscience, enfin, donc de faire croire au lecteur qu'on est bien dans la tête de quelqu'un, donc sans verbalisation, avec ce côté, il y a un gros bloc monolithique qui est effectivement un langage assez appauvri, mais qui en effet s'intéresse quand même à plein de trucs à la périphérie, parce que c'est aussi ce mélange de concentration sur l'objectif et en même temps de rester alerte, parce que le danger peut venir, etc. Et j'ai trouvé que ça sortait d'une façon extrêmement, justement à flot continu, et donc ça donne cette vérisimilitude de bon Dieu, on y est. Et en même temps, je me dis, mais comment tu as pu pondérer entre le fait que ça sorte effectivement en flot, à partir de et puis le travail d'affinage, de relecture, de tuning en fait, éventuel. Comment tu as géré en fait cette écriture-là Je sais pas réellement, hein. Non mais c'est... je sais pas réellement. C'est venu de cette façon-là. C'est venu très vite à partir du moment où j'ai su que ce serait en vers libre, où ce serait sans ponctuation et que ce serait donc un chant. À partir du moment où c'était un chant, c'était et une Iliade, une mini-Iliade, il y avait vraiment cette idée-là, hein, ODS, un truc de défi. Mais à partir du moment où il y avait ce rythme-là qui s'imposait par la forme, la forme impliquait cette écriture ou l'inverse. Je ne sais pas exactement. Ça a été évident et immédiat. C'était comme ça ne pouvait pas être autrement. Je ne peux pas l'expliquer. C'est pourquoi parce que c'est une épopée, donc ça ne pouvait être que comme ça. Et pourquoi c'était une épopée? Parce que ce pauvre personnage, malgré tout, qui avait risqué sa vie des centaines de fois et on s'en fout, malgré tout est le descendant de tous ces soldats qu'on a admirés. Je n'ai pas d'idée de pourquoi il s'est écrit comme ça. Il est venu comme ça. C'est-à-dire après la lecture de cet article et de la gourde de pisse, il y a eu vraiment et il n'est pas argentin, il n'est pas machin, etc. Et ça donnait déjà en soi un rythme qui permettait de poursuivre sur cette idée-là, sachant que j'avais immédiatement à l'esprit toutes les parties qu'il y aurait dedans, enfin toutes les parties, non pas forcément la succession des chants telle quelle, mais la totalité des chants. Il y en avait d'autres qui étaient possibles, mais qui après, j'aurais pu en faire 200 pages, mais c'était pas intéressant. Savoir rester, ce qui m'intéressait, c'est de pouvoir rester concis en étant dans une espèce d'énormité du concis, de l'explosion du concentré. Que ça soit comme une espèce de mini-bombe, que c'est cette force-là d'une... Mais après, c'est pas réfléchi, c'est pas théorisé. Je suis pas un théoricien de l'écriture ou je suis pas un intellectuel là-dessus, pas du tout. C'est véritablement le son du livre qui importe à chaque fois. Et particulièrement dans celui-ci, c'est de savoir comment il va sonner et s'il va sonner juste. S'il sonne juste pour moi ou si ça ne marche pas. Et dès l'ouverture, j'étais parti sur un autre imaginaire, parce qu'il y a un auteur américain que j'aime vraiment beaucoup et qui est pour moi
pour un de ses livres magnifiques, qui n'est pas McCarthy, mais qui est Russell Banks pour Continents à la dérive, que je trouve un livre merveilleux, magnifique. Et cette ampleur-là qui m'est impossible d'avoir, cette ampleur-là parce que lui, c'est un conteur d'épopées, lui aussi. Il fait partie de ceux qui ont encore ce souffle-là. Et ça m'intéressait aussi de voir comment je ne pouvais pas me confronter, enfin comment me confronter au désir d'une épopée sans une culture et une histoire de la littérature qui ne permet plus l'épopée, qui en tous les cas en Europe rend impensable l'épopée aujourd'hui. Et ça fait partie des fantasmes que je peux avoir d'écrire une épopée maintenant. Réellement, mais vraiment quelque chose qui, non pas pour faire de la masse, mais pour comment on peut aujourd'hui réussir à raconter quelque chose qui ne soit pas complètement aboli par une série télévisée qui la raconte beaucoup mieux que n'importe quel livre, qui ne soit pas aboli par le zapping, qui ne soit pas empêché par le zapping. Comment ? Parce que de toute façon, dans tous les livres, ce que je cherche, c'est à ce qu'on n'en sorte pas. Donc, sur une masse plus vaste, c'est compliqué. Et puis, quoi raconter ? Tout a été dit, etc. Peu importe. C'est trouver cette musique-là qui soit... mais c'est vrai, McCarthy, Méridien de sang, c'est quelque chose de complètement hallucinant. C'est une musique mais profonde, quoi, une musique complètement sauvage. C'est un livre, un des plus beaux livres que j'ai lu, quoi. C'est d'une violence, mais parce que cette violence-là, elle est. Enfin, ouais. Ah oui, il est en poche maintenant. Ouais. C'est. Il était en série noire. Ouais. Ah bon ? Il est sorti en série noire de Gallimard. Ouais. Oui. Ah ouais. Au départ, ouais. Mais il n'était pas passé chez l'Olivier ou chez... Après. Oui, c'est ça, moi je l'ai eu à cette époque-là. Et oui, ça c'est une langue exceptionnelle. C'est une langue exceptionnelle. Et je pense que nous tous, ce qui nous intéresse, c'est le travail de la langue. Donc c'est comment on fait... Parce que l'histoire en elle-même, finalement, est anecdotique. Même si celle-là est particulièrement... importante. Elle a un caractère emblématique. Oui, je pense. mais ça reste pour moi... En fait, c'est un peu comme Méridien de sang, parce que c'est un groupe de mercenaires qui vont arracher des scalps. Là, c'est un peu la même chose. C'est un groupe de 23 types qui vont... Au final, ouais, une il y a quelque chose de l'ordre de... Il faudra que je le relise pour vérifier le... Mais c'est surtout que je me souviens j'avais noté des passages, parce que on a l'impression d'être dans un... Enfin, c'est superbement traduit, parce que moi je ne lis pas l'anglais suffisamment pour le lire en VO, mais on a l'impression d'être dans une mélodie, mais incroyable, qui mélange plein de niveaux de lecture en plus, parce que c'est beaucoup plus psychologique, c'est beaucoup plus intellectualisé, ça raconte énormément de choses, ça ne raconte pas que le combat. Non, les États-Unis. Pardon ? Ça raconte les États-Unis. Oui. Et ça va très très loin, alors que moi je voulais absolument pas rentrer dans quelque chose de psychologisant ou ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse de voir ce qu'on peut, de donner une espèce d'ossature à un livre et que les gens puissent mettre les chairs qu'ils veulent autour. Parce que sinon, de donner quelque chose qui est entièrement fait m'intéresse plus réellement. Donc c'est tous ces paramètres-là qui rentrent en ligne de compte, mais c'est parce que cette histoire en effet, elle est emblématique, elle m'a paru raconter quelque chose en elle-même, et que ce qu'elle racontait, il fallait que j'arrive à le raconter, à casser l'image absolument triviale que ça donnait, pour en faire quelque chose d'autre, qui soit de l'ordre du chant et de l'écriture. Ouais. Tu lis pas un extrait ? Je sais pas. Tu avais proposé. Hein. Je sais pas. Ça m'intéresse de voir. Non, parce que ce qui est très compliqué c'est ce que je disais tout à l'heure à Hugues, c'est que lire des extraits, ou c'est une lecture d'une heure, sur une heure ça tient, mais des extraits ça le rend extrêmement anecdotique. On a l'impression que c'est uniquement un amas d'insultes et de pizza, et que donc ça devient pas très intéressant dans une lecture de tout petit passage. Je vais tenter le chant 32. Puis c'est anecdotique, mais c'est quand même une anecdote qui est assez centrale. Bien.
Dans l'hélico, les gars, ils sont concentrés chacun dans son monde. Et Ryan, son prénom a été modifié, il est assis à la porte de l'hélico avec les jambes dehors, il regarde la nuit et les montagnes qui se découpent dans la nuit, son fusil à canoncier dans les bras. Il a emporté sa caméra digitale compact Sony TX300 anti-poussière étanche et anti-choc, $349,99, pour filmer des trucs, filmer la maison de ce fils de pute, filmer sa chambre, filmer son cadavre, filmer sa gueule qu'il connaît par cœur, parce qu'elle est scotchée sur toutes les cibles d'entraînement depuis des années. Il tire sur des cibles avec la gueule de ce fils de pute scotché au-dessus de la cible à force, ils l'ont mémorisé. Et puis c'est des images qui peuvent coûter du fric, qui vont coûter du fric s'il arrive à les vendre discrètement. Putain, ça peut rapporter gros, vraiment très très gros. Mais même s'il les vend pas, c'est des souvenirs pour lui, pour ses enfants, pour les potes, les après-midi après le barbecue, il est bien dans le jardin. Tu projettes ça sur grand écran dans le salon et tu te rappelles tout ce qu'il y a dans l'image et ce qu'il y a autour de l'image et tu rigoles parce que tu avais quand même grave les foies. À un moment, tu as toujours grave les foies, ça fait partie du jeu, même si c'est pour un truc complètement débile, un chat qui passe, un sol trop lisse, un gamin qui se réveille, et que devant la cible, au contraire, là t'es complètement zen. Et tous tes réflexes sont automatiques, tu tires, tu butes et voilà. Mais si tu les vends, les photos, Ryan, il a aussi emporté $200 en liquide, en prévision. Parce que même si Obama va suivre toute l'opération en direct, et même s'il a promis de soutenir ses gars, il ne sera pas là avec eux sur le terrain s'ils se font encercler par les paquis. Et arrêtés par les paquis qui sont des alliés sur lesquels on ne peut absolument pas compter. On peut tellement pas compter sur eux qu'on les a évidemment pas avertis de l'opération. Alors s'ils se font arrêter, les gars, et bien Ryan, il a du fric pour les bakchiches, parce que les paquis, ça s'achète sur toute leur couverture officielle et les bidons. S'ils se font encercler, arrêter, ils doivent dire qu'ils cherchaient un drone, les gars. En pleine nuit, 23 gars suréquipés, surarmés avec des fusils, etc., qui cherchent un drone, mon cul, oui. Et même si les paquis sont cons, ils sont pas cons à ce point, ils vont vite comprendre que c'est un bon moyen de pression d'arrêter ces gars et les enfermer et les garder bien au chaud dans une prison paquis, la merde, quoi. Alors préparez ça pour l'éviter, envisagez le pire pour accueillir le mieux, sortir les dollars de la poche discrètement, tout le monde s'achète. Avec des dollars, tu peux négocier n'importe quoi, mais pas en prendre trop sur toi des dollars. Parce que s'ils devinent que t'en as trop, ils peuvent t'abattre et récupérer le fric. Donc Ryan, il a juste $200 en coupure de 10, parce que $10, c'est déjà du fric, pas mal de fric pour pas mal de gens. Pauvre, il se dit, Ryan, avec les jambes qui pendent comme ça de l'hélico, et la chanson du soldat dans le casque, du chasseur de démons avec les super basses, je suis pas prêt de baisser les bras, je suis pas prêt de disparaître, je suis pas prêt de mourir, et le final avec le son cadencé des pas militaires, papadam, 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 pam pam, je suis pas prêt de baisser les bras, je suis pas prêt de disparaître, je suis pas prêt de mourir, jamais, c'est comme un jeu. Il se dit Ryan en regardant les montagnes sous la lune noire, parce que depuis tout petit, il sait qu'il est sur Terre pour quelque chose, mais quelque chose d'important, même s'il n'est pas croyant, à la fois il n'est pas croyant, mais il sait qu'il est sur Terre pour un truc fort, qu'il n'a pas encore vécu, un truc très fort, qui fait comme une garantie, une certitude, puisqu'il n'a pas encore vécu, qu'il a protégé durant 16 ans d'engagement, même au milieu des balles, mais vraiment au milieu des balles alors qu'elles sifflent, et que tu sens même la chaleur de leur vitesse près de ta joue, de ton nez, de ton cul, mais comme il a dû récupérer son équipement seul au milieu des fusillades et que les balles elles arrachent un morceau de fut ou la semelle de tes pompes et réellement tu la sens la balle qui frôle ta plante de pied et tu brûles et même là alors que vraiment il n'y avait aucune chance de s'en sortir statistiquement c'était mort, ces chances là de s'en sortir c'était mort, eh bien il a jamais douté. Il a toujours su qu'il n'allait pas crever parce qu'il avait un truc à remplir, une mission, un truc qui paraît con à dire comme ça mais qui existe, qui le protège. Il se dit Ryan en regardant les montagnes sous la lune noire, les pieds dans le vide c'est géant. Non, merci, Ah, j'essaie de... Ouais. Ah, t'as du souffle, hein, parce que tu es allé à une allure. Ah, vachement bien. Non, vachement bien. Voilà, pour ceux qui ne connaissaient pas, ça donne quand même une idée du genre, enfin, je pense, du genre de rythme qu'il y a, en fait. Je pense que c'est quand même un truc qui est fait sous speed et sous en fait. Hein. Je ne donnerai pas les recettes. Non, mais quand on lit. Oui, j'avais compris. Au niveau du rythme, justement, que je disais tout à l'heure, avant que ça commence, je disais tout à l'heure à Emmanuel, que ça m'avait fait penser un peu lointainement à, comment il s'appelle, à Elroy, où j'avais repéré en le lisant, parce que là aussi il y a un jeu sur le rythme des phrases et tout ça, c'est pas du tout le même, mais c'est un jeu sur le rythme quand même. Ça m'avait fait penser à des rythmes, c'était pour moi les phrases d'Elroy dans American Tabloid, c'est des riffs de jazz. Véritablement. Enfin, non, mais moi, là, c'est pas du jazz. Hein. Et là justement, c'est pas du jazz. C'est clairement du heavy metal. C'est du metal ou du metal rap. Ouais, c'est entre les deux. Ouais. Bah, merci en tout cas, c'était belle lecture. J'aurais pas mieux fait. Toi qui as entendu les deux. C'est différent. Ah oui, toi aussi. C'est incroyable, hein. Ouais. Ah ouais. T'as tenu jusqu'à parce que vraiment c'était tout était hyper intelligible. Hein. Merci beaucoup Emmanuel. Merci à toi, à vous.